Nous allons pouvoir commencer. Bonjour et bienvenue à tous. Merci d'être présents aujourd'hui pour notre restitution qui porte sur l'étude de l'adaptation des forêts du parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises au changement climatique. Nous allons commencer par quelques éléments d'introduction avant de nous intéresser plus particulièrement aux différents volets qui ont structuré notre étude pendant ces 4 semaines de projet. Pour rappel, ou pour ceux qui ne le savent pas, le parc naturel des Pyrénées ariégeoises est situé donc dans le département de l'Ariège, au sud-ouest de la France. À une rencontre des affluences à la fois montagnardes avec les Pyrénées et méditerranéennes. Le parc a une diversité de milieux qui est assez forte, avec des altitudes qui tendent de 250 à 3000 mètres, et donc justement des milieux méditerranéens et montagnards. D'un point de vue historique, les forêts du PNR sont assez marquées par une exploitation intensive des forêts. En effet, au XIXe siècle, la population de l'Ariège était beaucoup plus élevée qu'aujourd'hui. Et donc, l'exploitation des forêts était forcément aussi beaucoup plus intense qu'elle ne l'est aujourd'hui, avec donc des problèmes de crue et d'érosion sur les versants des vallées, ce qui a mené à la mise en place de forêts de protection. Aujourd'hui, plus de 60% du territoire est couvert de forêts. La surface forestière a été multipliée par 2 au XXe siècle, donc ce qui montre vraiment qu'il y a eu à la fois une déprise agricole avec recolonisation de la forêt et un exode rural. Aujourd'hui, l'être est l'essence la plus présente dans le parc et l'essence climatique. Et en plaine, on observe plutôt une dominance des chênes, que ce soit des chênes plutôt des chênes méditerranéens avec le chêne vert et le chêne pubescent, ou des chênes plutôt atlantiques avec le chêne pédonculé et le chêne sicile. Il y a aussi donc une autre particularité des forêts du PNR, c'est qu'elles sont à plus de 70% situées dans des pentes à plus de 30%. Donc ça peut poser des problèmes à la fois d'un point de vue économique, mais aussi des problèmes ou des enjeux ou des atouts d'un point de vue économique ou biodiversité. En ce qui concerne le contexte climatique du parc, on vous propose 2 séries de graphes. À gauche de votre écran, vous pouvez voir l'évolution des températures passées et ce qu'on peut envisager pour la suite. Les 2 graphes les plus à gauche sont les graphes passés et les 2 graphes les plus à droite sont les prédictions futures. Et donc sur les graphiques de droite, c'est donc le même fonctionnement mais pour l'évolution des précipitations sur la période avril-septembre. En ce qui concerne les températures, on voit qu'il y a eu au final assez peu de changements entre la période de 1980 2010 et les prévisions 2010-2040, avec des températures qui n'évoluent pas beaucoup. En revanche, à partir de 2040, on passe vraiment un cap dans l'évolution des températures et notamment une augmentation des températures, avec notamment une grande augmentation du territoire qui va passer au-dessus de 15 degrés de température moyenne annuelle, alors qu'aujourd'hui, la majeure partie du territoire a une température moyenne annuelle qui est comprise entre 7 et 11 degrés. Donc on a vraiment un réchauffement de plus de 400 degrés en moyenne sur l'ensemble du territoire, ce qui est vraiment à prendre en compte parce que les essences forestières ne sont pas adaptées à un changement aussi rapide et aussi fort des températures. C'est un peu les mêmes constats en ce qui concerne les précipitations. Les précipitations, c'est le graphe aux couleurs prédominantes, aux couleurs qui sont notamment bleues. Plus le bleu est foncé, plus les précipitations sont importantes sur la période d'avril à septembre, et plus on tend vers le blanc, plus les précipitations sont faibles. Donc on voit que sur les périodes passées et actuelles, les précipitations sont globalement quand même pas trop mal, avec une grande partie qui est compris entre 560 mm durant la période et 743, ce qui est une pluviométrie moyenne, voire assez élevée par rapport au reste de la France. En revanche, à l'horizon 2071-2100, on pourrait perdre jusqu'à 300 ou 400 mm de pluie sur la période, ce qui est encore une fois un enjeu majeur pour les peuplements forestiers qui ne sont pas forcément habitués à des conditions de sécheresse aussi importantes. Je précise aussi ici que les modèles utilisés sont les modèles les plus pessimistes. C'est un choix qui a été fait parce que on considère qu'il n'y a pas forcément de raison d'être très très optimiste sur les scénarios climatiques, avec des actions qui pour l'instant sont peut-être assez pas à la hauteur des enjeux, en tout cas, ou comme on pourrait les attendre. Là, c'est vraiment dans le pire des cas ce qui pourrait arriver. Vis-à-vis du changement climatique et donc de la prédominance des forêts dans le PNR,
Le PNR s'est déjà engagé dans plusieurs actions et dans plusieurs projets afin de concilier ces deux objets. Donc, il s'est notamment engagé dans le Life Artisan. Le Life Artisan artisan pour accroître la résilience des territoires par l'incitation aux solutions et actions fondées sur la nature. Donc c'est un projet qui est piloté par l'OFB et qui vise à adapter les territoires au changement climatique par le biais des actions, des solutions fondées sur la nature. Le PNR a aussi profité du survol du territoire français par la technologie LIDAR HD pour acquérir des connaissances sur son territoire. Donc des connaissances à la fois notamment sur les milieux forestiers, qui vont permettre de réaliser des aménagements avec des connaissances plus fines à l'échelle de la parcelle. Dans le cadre de ce passage LIDAR, le PNR a réalisé des placettes de calibration qui lui ont permis d'obtenir des données sur l'ensemble du territoire du PNR. Et ces données ont été valorisées dans un autre projet du PNR, qui est l'Observatoire des forêts, on est aujourd'hui à l'instant zéro. Mais le but, c'est donc d'effectuer un suivi à long terme des forêts du territoire, notamment dans un processus de changement climatique. Donc, notre étude s'est concentrée sur 4 ou 5 volets. Donc, notamment une valorisation du jeu de données de calibration LIDAR, dont je vous ai parlé juste avant, sur l'estimation des impacts des changements climatiques sur les forêts du PNR et sur la sylviculture qui peut mener à réduire les risques de mortalité dans les peuplements. On s'est aussi intéressé à l'évaluation de l'intérêt de la notion de naturalité dans l'adaptation des forêts au changement climatique. Et enfin, on a essayé de proposer une trame vieux bois au sein du PNR. Donc, en ce qui concerne les différents protocoles qui ont été effectués, notamment concernant le protocole de calibration LIDAR évoqué auparavant. Donc ça, c'était un protocole notamment d'inventaire dendrométrique, parce que donc, le but, c'est de calibrer le LIDAR, donc de repérer spatialement les arbres au sein de la placette. Donc il y a eu un relevé des diamètres et des essences et des azimuths des arbres au sein de chaque placette, ainsi que des relevés de bois mort au sol et de dendromicrohabitat, pour donc les diamètres qui sont affichés à côté. Et en complément, donc le PNR et l'ONF nous ont demandé de réaliser, nous, des placettes en forêt de Bellicens afin de compléter les données du LIDAR à très petite échelle et pouvoir donc à la fois avoir des informations précises sur la forêt de Bellicens et comparer partiellement des données de calibration avec les données obtenues. Donc, ce que nous avons relevé en forêt de Bellicens, c'est aussi donc les diamètres et les circonférences sur des placettes, les DMH, mais donc pour des seuils différents. Nous avons considéré les DMH pour des arbres qui sont plus petits que ce qui était le cas dans le protocole de calibration LIDAR. Nous avons aussi pris en compte l'état sanitaire des arbres dominants par le protocole des péris de l'ONF, la présence de souches récentes ou anciennes, et nous avons aussi mesuré les hauteurs dominantes. Donc les résultats de ces deux protocoles seront utilisés par la suite dans nos analyses. Donc nous y reviendrons à différents moments. Donc j'en ai fini avec l'introduction et donc je vais laisser mes camarades se pencher sur la première partie, donc qui est la valorisation à long terme du jeu de placette de calibration LIDAR. Bonjour à tous déjà. Et en tout cas, on va donc vous présenter le travail qu'on a réalisé avec mon groupe qui vise à valoriser le jeu de placette LIDAR, le jeu de placette de calibration LIDAR, excusez-moi. Et donc dans ce travail-là, il y a deux objectifs différents. Il y a eu un premier objectif de valorisation réelle de ce jeu de données-là, qui était de ressortir certaines analyses et de regarder les grandes tendances à l'intérieur de ce jeu de données-là. Et la seconde analyse a été de retravailler l'échantillonnage pour permettre au PNR de pouvoir d'être en mesure de réaliser financièrement et humainement le suivi à long terme. Et donc on a refait un travail, on a proposé un nombre d'éclairages et on va faire des propositions aussi vis-à-vis du protocole pour pourquoi pas compléter certaines données qui pourraient aujourd'hui manquer. Donc dans un premier temps, en gros, qu'est-ce qu'on a justement dans ce jeu de calibration LIDAR? On a des données essence, on a des données diamètre, DMH et bois mort au sol. Et à partir de ça, en fait, on peut faire déjà quand même beaucoup de choses. Donc avec le diamètre, il y a toutes les surfaces terrières de structure de peuplement et permet de faire plein de choses. Avec les essences, c'est un atout majeur parce que face au changement climatique, la diversité des essences est une des variables sur lesquelles on peut potentiellement jouer et compter pour réussir à améliorer la résilience de nos forêts. Les DMH, c'est une belle porte d'entrée vers une approche plus liée à la biodiversité, mais se rendre compte de l'intérêt pour la biodiversité que ont nos forêts. Et enfin, le bois mort au sol, il y a deux grandes choses avec le bois mort au sol, c'est que il y a l'évaluation du stockage de carbone de nos forêts, et en plus, il y a l'importance dans le cycle des nutriments à l'intérieur de nos forêts, notamment lié au stade de décomposition du bois mort au sol qui est
intéressant d'étudier aussi. Donc, concernant la surface arrière au sein du PNR, des PNR globalement, on remarque que il n'y a pas une très très grande, on remarque pas d'homogénéité globale à l'échelle du territoire. Il y a une assez grande variabilité, mais globalement les surfaces arrière sont en moyenne autour de 23 mètres carrés par hectare, et ça peut monter dans deux placettes à plus de 60, mais sinon globalement la plupart des placettes sont entre 4 mètres carrés hectare et 30 mètres carrés hectare. Concernant les essences, ça c'est un des trucs qui nous a marqué, enfin qui est très important vis-à-vis des forêts du parc naturel, c'est que il y a une très très grande diversité d'essences. C'est-à-dire qu'en gros, dans la base de données on comptabilise au moins une soixantaine d'essences différentes à l'intérieur de la base de données. Et ensuite, euh, on remarque que la carte, elle paraît pas très lisible parce qu'il y a beaucoup de couleurs différentes, mais c'est justement parce qu'il y a une grande diversité d'essences majoritaires sur les placettes là. Donc, après, conséquemment à ça, en plus de ça, c'est que il y a un gradient quand même qu'on voit assez bien. C'est que en plaine, il y a du chêne et là, en zone de montagne, il y a plutôt du hêtre et du sapin. Mais même le hêtre, qui est l'essence majoritaire dans le jeu de données, ne compte que pour 35% des arbres à l'intérieur du jeu de données, ce qui est quand même assez faible. Mais l'autre chose un peu marquante par rapport à ça aussi qui est importante, c'est que les chênes, en fait, on remarque qu'il y a des chênes qui sont en altitude et qui sont justement à leur limite haute de leur aire écologique. Et c'est des chênes qui sont importants dans le futur parce que ces placettes-là peuvent servir de semenciers qui vont favoriser la colonisation de ces zones-là, notamment dans un cadre du changement climatique où les arbres de répartition les arbres ont tendance à remonter en altitude quand c'est possible. Et ce qui peut être intéressant de compter sur ces placettes-là pour favoriser la montée du chêne. Les DMH, concernant les DMH, on reconfirme un résultat assez connu sur les DMH qui est que ce sont vraiment les très très gros bois. C'est-à-dire que là, dans notre typologie, les très très gros bois, c'est les bois qui font plus de 90. Les très gros bois, c'est plus de 60, enfin, en gros. Et vraiment, pour le coup, il y a une différence significative de quantité de DMH en fonction du diamètre. Et là, on reconfirme le fait que c'est vraiment les très gros bois qui sont le plus important, enfin, qui sont des outils majeurs pour favoriser les DMH dans notre forêt. En termes de quantité aussi, l'autre résultat qu'on a remarqué, c'est que le nombre de DMH est plus important chez les essences feuillues que chez les essences résineuses. C'est Notamment c'est des essences comme le merisier, le saule, qui sont pas très présentes mais qui comptent beaucoup de DMH. Après, en termes de DMH, concrètement, qu'est-ce qu'on a? On a le DMH le plus commun, c'est le DMH, enfin la catégorie de DMH qui sont la structure épiphytique. En gros, c'est de la mousse et les lichens qui poussent sur les troncs qui sont très courantes. Après, c'est les cavités. Euh, Dans les cavités, c'est intéressant parce que les cavités, c'est souvent des DMH qui mettent beaucoup plus de temps à se mettre en place. Donc, et en avoir de manière aussi importante dans le jeu de données, c'est assez intéressant parce que c'est-à-dire qu'il y a quand même une base correcte. Finalement, l'autre variable aussi, l'état de décomposition. L'état de décomposition, en gros, c'est où là, il y a euh, en bas, c'est le stade de décomposition et en ordonnée, vous avez le volume de bois mort en mètres cubes par hectare. Et dans le stade de décomposition, c'est un stade de décomposition, en gros, c'est fait à la main, enfin, au couteau sur le terrain, et on regarde si le bois est plus ou moins cuit. Et on remarque que la, la grande majorité, enfin la majorité des bois du moment au sol, qui est le moment au sol de plus de 30 cm de diamètre, est dans un stade de décomposition qui est peu avancé. Ce qui est, comment dire, euh, qui est assez, comment dire, ce qui montre justement que c'est une forêt qui est globalement, enfin, qui tend à montrer que c'est une forêt qui est plutôt récente et avec des exploitations assez récentes parce que généralement, ces graphiques-là ont tendance à plutôt s'inverser lorsque la forêt est une forêt plus ancienne et plus mature. Ensuite, l'autre chose assez importante, c'est que on a pour le coup distingué une assez nette différence dans la répartition des stades de décomposition entre le public et le privé. Donc, et là, comme ça, on n'a pas d'explication. Ça peut être une vague d'exploitation plus récente dans le privé qui ont amené beaucoup de moments au sol et qui ont, du coup, du fait de la simultanéité de ces exploitations,
provoquer une grande quantité de bois mort au même stade. Mais ça reste une hypothèse et on n'a pas pu la confirmer. Ensuite, vis-à-vis de ce jeu de données-là, enfin, dans la résolution du jeu de données, il y a toute une partie aussi qui est que comment on peut faire pour apporter des variables complémentaires qui vont permettre de faire des analyses et de regarder autre chose que ce que nous a apporté le jeu de données de base. Et l'un des outils SAS, le plus important, enfin, le premier qui me vient en tête, c'est forcément le MNT et toutes les sources de données à base de la donnée binaire, qui nous permettent d'avoir plein de choses. Ça nous permet d'avoir le lidar, nous permet d'avoir la hauteur dominante, avoir le modèle numérique de surface, avoir une estimation du couvert forestier. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire avec. Ensuite, à partir des données de relais, on peut faire des calculs comme l'indice de maturité. Et enfin, il y a aussi tout un tas de travail qui a été fait à l'échelle de la France, notamment avec le Digitalis, enfin, qui font il y a un grand travail de modélisation, notamment vis-à-vis du changement climatique, de plein de variables climatiques différentes, et qui sont intéressantes à incorporer dans le jeu de données, parce que on arrive à avoir, enfin, comme elle s'est fait à l'échelle de la France et c'est fait de manière continue à l'échelle de la France, on peut avoir une donnée par placette qui est assez intéressante à analyser aussi. Je laisse la parole à ma camarade. Du coup, là, on va passer plutôt sur la partie échantillonnage. Donc, l'idée de cet échantillonnage, c'est de suivre plusieurs paramètres, à savoir notamment l'état sanitaire, la composition, le renouvellement naturel, la valorisation dans le cadre de la filière bois et l'accueil de la biodiversité. Donc, tout ça, c'est dans un contexte de changements globaux et on a essayé de prendre en compte les limites, notamment en temps, en coût financier, en coût humain que ça pouvait demander. Et donc, on est passé de 679 placettes au total sur le jeu de données à 249 placettes. Donc, au niveau de l'échantillonnage, il y a eu 3 objectifs principaux qui ont été retenus. Donc, à savoir déjà couvrir un maximum de gradients climatiques et environnementaux, pardon. Donc, à chaque objectif, vous voyez les petits, les variables associées. Faut savoir que l'échantillonnage, il a été fait en 2 temps. Déjà, on a attribué une note d'intérêt en fonction donc des variables que vous pouvez voir en vert. Et après, on a stratifié selon 2 autres paramètres. Je l'expliciterai un peu plus tout à l'heure. Mais du coup, pour continuer sur les objectifs, on voulait également suivre les placettes qui sont le plus susceptibles d'être résilientes face aux changements climatiques, mais également les placettes qui sont potentiellement les plus à risque. Donc, au niveau de l'échantillonnage en lui-même, on est parti de 679 placettes et avec nos 2 variables de stratification, on arrive à 4 fois 4 strates, c'est-à-dire 16 strates. Donc, ces strates, elles se décomposent par type de roche-mère et par orientation, donc nord, est, sud, ouest. Déjà, il faut savoir qu'il y avait 2 placettes qui étaient complètement à plat, donc il n'y avait pas d'exposition particulière. Donc, celles-là, on les a isolées, on les a mises dans le jeu de données final d'office. Et après, il y a 2 strates dans lesquelles on ne pouvait pas faire de tirage aléatoire parce qu'il y avait trop peu de placettes dans celle-ci. Donc, pareil, on les a isolées d'office. Donc, ça, c'est la ligne que vous voyez en bas du diaporama. Et ensuite, dans les 14 strates qui nous restaient, on a tiré 16 placettes. Le tout pour arriver à 249 placettes. Donc, au moment du tirage aléatoire, c'est là qu'on a pondéré par la note d'intérêt qu'on a attribuée précédemment. Cette note d'intérêt, elle va de 1 à 5. Donc, 5, c'est les placettes qui se sont vues attribuer plusieurs fois plus 1 en raison des variables qu'on a vues sur la diapo d'avant. Et donc, c'est bien une pondération. On n'a pas gardé que les placettes avec les notes les plus élevées. On a vraiment fait un tirage aléatoire avec poids. Donc, ça veut dire que dans notre jeu de données final, on a encore des placettes qui sont numérotées 1 et c'est normal. On ne voulait pas complètement les effacer parce que comme on veut couvrir un maximum de gradients et les extrêmes y compris, mais non pas que les extrêmes. Et en fait, on veut couvrir un petit peu un maximum de conditions écologiques. On en a gardé. Mais comme vous pouvez le voir dans le tableau de droite, la proportion de placettes qui ont été classées en 1, elle a quand même diminué entre le jeu de données initial et le jeu de données final. Et on se retrouve avec plus de placettes qui ont les notes 2, 3, 4 et 5, ce qui était l'objectif. Donc l'objectif de ce réseau-là, pourquoi 249 placettes? C'est parce que l'objectif initial, c'est de faire 50 placettes par an. Donc, et la rotation se fait sur 5 ans. Donc ça veut dire qu'au bout de 5 ans, on a un jeu de données complet et que chaque année, il y aurait un renouvellement partiel du jeu de données. Voilà. Après, donc ce réseau, déjà, il est modulable, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait choisir de
de faire moins de placettes, si vous voulez reprendre ce système de notes d'intérêt et de stratification, vous pouvez tout à fait choisir d'en prendre beaucoup moins. Vous pouvez aussi choisir de ne déployer que certains protocoles tous les ans et certains tous les 2 ans, donc avec une rotation qui va se faire plutôt sur 10 ans au niveau des données. Et vous avez aussi la possibilité d'optimiser le coût en, par exemple, retirant les placettes qui sont isolées à plus d'une certaine distance de d'autres placettes. Sur notre réseau tel qu'il a été tiré là, on remarque notamment qu'on a beaucoup de placettes qui sont à basse altitude. Donc ça s'explique notamment parce que déjà on avait notre variable altitude, mais en fait ça explique pas tout parce que notre variable altitude dans la note d'intérêt elle couvrait à la fois les très basses altitudes et les très hautes altitudes. On avait attribué des notes d'intérêt à ces deux paramètres-là. Et en fait là on est assez corrélé au niveau de l'altitude aussi au nombre d'essences qui était une variable de la note d'intérêt. Donc les placettes à basse altitude ont souvent plus d'essence. C'est corrélé également au déficit hydrique qui est plus bas en plaine, déficit en évaporation qui est plus élevé en plaine en période estivale. En fait, il y a plein de paramètres qu'on a pris en compte dans notre note d'intérêt qui sont corrélés à l'altitude et qui font qu'on a un suréchantillonnage des basses altitudes. Après, c'est pas particulièrement problématique, mais voilà, c'est à noter. Et finalement aussi, après avoir retravaillé un peu l'échantillonnage, on s'est repenché sur le protocole. Et ici, l'observatoire forestier a, pour nous, on est arrivé à la conclusion que le PNR a 4 grands objectifs vis-à-vis de ce jeu de données pour l'observatoire et vis-à-vis de l'observatoire des forêts. Il y a un objectif de suivi de la production de bois d'œuvre et d'essayer d'orienter, pourquoi pas dans ce sens-là, la production. Il y a un réel but, nous, on met l'accent quand même là-dessus, qui est une constatation et se rendre compte du changement climatique pour pouvoir prendre des mesures vis-à-vis de ça dans le futur et pouvoir anticiper au maximum ce qui nous arrive, ce qui arrive et les changements du futur. Il y a un axe de favoriser la biodiversité dans nos forêts. Et enfin, il y a aussi une importante valeur culturelle et sociale vis-à-vis de la forêt, parce que c'est un territoire où il y a des personnes qui se baladent, il y a c'est un secteur de randonnée comme souvent en montagne, et c'est important d'avoir un peu une idée du paysage dans ces endroits-là. Et finalement, en fait, on remarque que il y a quand même certaines données qui, déjà, les questions sont complètement liées entre elles. C'est-à-dire que il y a des choses comme la régénération ou le suivi des niches écologiques qui touchent au moins 3 questions différentes. Enfin, et donc, on a bon espoir quand même, déjà, avec le de base, de réussir à répondre à pas mal de questions par rapport à ça. Mais nous, de notre point de vue, on a quand même eu envie de proposer d'autres protocoles qui peuvent être rajoutés, qui sont intéressants à mettre en place dedans. C'est que le premier, c'est l'éparissement. Parce que c'est important on pousse pour mettre le dépérissement en place. Parce que le dépérissement et la mortalité, c'est quand même deux choses très différentes. Et le dépérissement n'implique pas mortalité. Et avoir une idée de l'état sanitaire des forêts, c'est important et ce serait une approche plus fine de tout ça. Ensuite, juste le taux de recouvrement des strates ligneuses, c'est un protocole qui est très rapide à faire, qui est en gros entre les arbres de moins de 2 mètres et les arbres de plus de 2 mètres, et ça permet d'avoir une idée de l'ouverture du milieu, qui est importante pour la biodiversité, notamment en lien avec, par exemple, le bois mort. Il y a certains types d'insectes qui ont besoin de lumière pour pouvoir se développer dans ces milieux-là, et aussi pour avoir une idée de la régénération, parce qu'en fait, c'est une autre donnée qui est un peu manquante qui manque, enfin qu'on n'a pas dans le jeu de données, plutôt qui manque, c'est des données de régénération et de perche, et pour avoir une idée de l'avenir de la forêt, c'est important pour nous de travailler là-dessus. Ensuite, les DMH, on propose d'étendre de diamètre pour les DMH, parce qu'en fait, le diamètre à 42,5, c'est un peu un entre-deux entre deux seuils différents, parce qu'il y a un peu deux seuils dans la petite DMH par arbre sur le diamètre. Il y a un premier seuil qui est entre 20 à 20 cm pour les feuillus et 30 cm pour les résineux, et il y a un deuxième seuil qui est à plus de 70 cm de diamètre. Et donc, en fait, le diamètre de 42,5, c'est un peu un entre-deux. Donc, nous, on conseille de faire ça, mais ça pourrait aussi faire sens de monter à 70 pour complètement favoriser les arbres habitats. Donc, il y a déjà Ensuite, c'est d'autres protocoles sur lesquels je vais passer un peu plus vite, mais qui sont envisageables. Après, c'est coûteux en temps et qui sont plutôt techniques en général. On pourrait faire très bien de la régénération, aussi de prendre le petit bois mort au sol, par exemple, faire de l'humus ou de la qualité des bois, qui permettrait aussi de compléter
la base de données, mais ouais, qui permettrait aussi de compléter la base de données. Après, pour aller un peu plus loin aussi vis-à-vis de ça, il y a aussi deux autres réseaux de placettes qui sont présentes dans les parcs naturels régionaux des Pyrénées ariégeoises. Il y a 120 placettes, 128 placettes de l'inventaire forestier national, qui est un très gros inventaire avec beaucoup d'hydrométrie, du bois morceau et plein de variables différentes, et qui a qui a une bonne couverture spatiale, et c'est une de ses bonnes qualités. Seulement, c'est des placettes qui sont temporaires et par rapport à, c'est pas le même objectif que le savoir des forêts, mais ça peut permettre de comparer les données. Et ensuite, le réseau Red Confort, c'est un peu une autre approche, mais il y a que deux placettes, mais c'est un réseau qui se déplace. Il n'y a pas énormément de placettes en France par rapport à l'IGN, mais c'est un réseau très précis. Et c'est un réseau très précis avec beaucoup de choses. Et ça peut être intéressant aussi de comparer ces données-là aux données Red Confort pour, enfin, c'est des données en plus pour pouvoir faire des comparaisons et faire des conclusions en comparant avec des données qui sont en dehors des Pyrénées ariégeoises, par exemple. Et finalement, en fait, là, à la fin, on vous propose, enfin, le plan d'échantillonnage et la méthode qu'on vous propose est adaptable, elle est modulable et elle peut permettre de se coller aux moyens financiers et de temps et humains du parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises. Mais on pousse quand même un petit peu, notamment à rajouter le dépérissement dans le protocole parce que ça nous paraît important. Merci de vous avoir écouté pour cette partie. Euh, on va passer tout de suite au groupe des licences et après, on aura les temps de questions pour les deux sujets que l'on va présenter. Je laisse la parole au groupe qui va présenter les classes des licences. On aura une petite présentation de 5 minutes environ. Du coup, moi, je vais vous aborder, on va vous aborder les résultats sur la forêt de Bélicence. Donc, comme vous pouvez le voir, en fait, suite à ce qui a été opéré sur le terrain, on a constaté que les placettes étaient présentées majoritairement, du coup, du sapin à hauteur de 62,5%, du hêtre et un petit peu de chêne, ainsi que d'autres essences telles que le châtaignier, l'orne, le frêne, le tilleul. Voilà, quelques essences, mais c'était très ponctuel, très ponctuel. Sur l'ensemble des placettes, il y a une mortalité qui vous sera, donc la définition de la mortalité vous sera développée dans une partie à venir, mais il faut retenir qu'il y a 4,5% des placettes à l'échelle de Bélicence qui présentent de la mortalité, que 100% des espèces mortes, dominantes ou codominantes sont des sapins, et que niveau de typologie, il y a 75% des espèces mortes, des individus morts, excusez-moi, qui sont des très gros bois et des très très gros bois dominants, avec 25% qui sont classés en gros bois dominants. Sur le graphique de droite, vous pouvez voir la répartition des essences par parcelle. Donc, en premier, la 18A, ensuite la 7A et la 8A. On se rend compte qu'à l'échelle de la 18A, on a l'apparition de chênes et la parcelle 18A, c'est la parcelle qui est le plus en basse altitude. Et donc, on voit qu'il y a finalement cette remontée de chêne qu'on pourrait favoriser par un martelage qui lui permettrait qui permettrait à la régénération de prendre et à cette essence de monter en fait sur le versant. Donc, il y a une opportunité de martelage en faveur du chêne. On va continuer donc sur la présentation des données de Bélicence avec des informations sur la structure du peuplement. Je fais un aparté rapide pour préciser que la plupart des informations seront en annexe du rapport et que ici on a présenté juste les informations qui nous semblaient essentielles par rapport à la structure. D'abord, donc on a un graphique qui permet de localiser les très gros bois et très très gros bois en forêt de Bélicence. On voit donc qu'ils sont majoritairement sur les parcelles 18A et 7A. Et ensuite, par rapport à la répartition des surfaces terrières, on observe une certaine homogénéité entre les trois parcelles, avec une surface terrière qui est comprise entre 30 et 38 mètres carrés par hectare. Ensuite, concernant les données sur les dendros microhabitats, donc, dans un premier temps, on a localisé les différents DMH en comptant le nombre de groupes fonctionnels de DMH présents par placette. Et donc, on observe qu'on en a une quantité plus importante sur la parcelle 7A.
Ensuite, concernant la répartition des DMH selon le diamètre des arbres, on voit une nette différence dans la répartition du nombre, enfin dans le nombre d'arbres qui possèdent au moins un DMH entre les arbres possédant un diamètre de plus de 42,5 cm et ceux possédant un diamètre de moins de 42,5 cm, puisqu'on a 76,4% des arbres qui possèdent au moins un DMH dans le premier cas contre 49,3% dans le second. Et ensuite, concernant les données liées au martelage et au DMH, on a donc 80, donc sur la parcelle 18A, qui est la parcelle martelée, on a au moins 80%, enfin, on a parmi les arbres martelés, on a 80% qui ont au moins un DMH, mais parmi tous les arbres qui possèdent des DMH sur la parcelle 18A, on en a, donc l'unité c'est pas 87,2, c'est 92,3% qui ne sont pas martelés, qui restent au final sur la parcelle. Donc on a quand même une quantité d'arbres à DMH assez importante, même après le martelage. Donc ensuite, il faut imaginer que dans la présentation, on va passer sur différents modèles statistiques qui ont permis en fait d'essayer d'évaluer quelle est la probabilité de mortalité en fonction principalement des haies très pures et des sapinières pures, selon différents paramètres. Mais tout ça, ça va être détaillé juste après. Donc là, je vais surtout me concentrer sur en fait les grandes gammes de distribution de la forêt de Bellicens sur ce modèle-là. Et donc, ce qu'on peut voir, ce qu'on voit en fait ici, c'est que les données de Bellicens, elles se répartissent là sur les graphiques avec la médiane en rouge et les quartiles en bleu. En ordonnée, on a la probabilité de mortalité et en abscisse, une variable qui permet d'expliquer en tout cas la probabilité de mortalité. Donc pour le modèle sapin, puisqu'ici on va se concentrer sur le modèle sapin, étant donné que sur Bellicens on a très peu de haies très pures, ou en tout cas de dominance de hêtre. Vous voyez ma souris ou pas? Non, il ne voit pas. Donc là, sur le premier graphique ici, vous pouvez voir, donc on a l'IPV, l'indice de position de versant, qui permet de voir dans quelle gamme se situe cet IPV, l'indice de position de versant, par rapport à la probabilité de mortalité qu'on a modélisée en fonction des données du jeu de calibration LIDAR. Et donc là, on est plutôt dans des gammes hautes, donc on va se situer plutôt proche des crêtes, pour les gammes hautes de cet indice-là, qui sont liées à des probabilités de mortalité qui sont plus élevées que des valeurs basses d'indice de position de versant. Donc là, plutôt dans des valeurs qui ont tendance à être un peu plus inquiétantes au vu des projections. En revanche, pour ce qui est de la proportion de hêtre, donc ça c'est une des variables de peuplement sur lesquelles on peut jouer par rapport en fait aux variables topoclimatiques. Et là, on peut constater que aujourd'hui, il y a quand même au moins la moitié des placettes qui se situent entre 30 et 40% entre 30 et plus de mélange de proportions de hêtre, alors que l'autre moitié va être un peu moins mélangée en fait en hêtre. Donc là, ce qu'on peut se dire, c'est que au vu de notre modèle, il semble y avoir un effet du mélange de hêtre. Donc ça peut être intéressant d'essayer de mélanger un petit peu plus pour diminuer la probabilité de mortalité qui sera définie ensuite de nos parcelles à Bellicens. Pour ce qui est de l'anomalie de précipitation, donc là on est sur des gammes en fait qui varient très très peu. On voit ici le 0 et là on est à moins 0,05. Donc il semble y avoir un effet qui se dégage en tout cas à l'échelle du PNR. Maintenant à l'échelle de Bellicens, c'est quand même très très faible et là-dessus on n'a pas trop à jouer de toute façon. Maintenant, ce qui concerne la température moyenne annuelle, donc là, on peut voir qu'on est proche de l'optimum pour au moins la moitié des placettes. Ici, là, donc c'est ce qu'on a modélisé. Maintenant, au vu des projections climatiques, on risque quand même de s'éloigner de ça. Donc la situation risque de s'empirer en quelque sorte, quoi. Même si pour l'instant ça va, on n'est pas à l'abri d'avoir des surprises ensuite. Et là, à droite, c'est pour remettre un petit peu en perspective ces données-là. En fonction de l'effectif, en fait, en nombre de placettes par valeur de ces indicateurs-là. Mais voilà, on pourra en rediscuter si vous voulez.
Avant de passer à la suite, on va proposer un petit temps de questions, d'échanges sur la partie valorisation du jeu de données passées de LIDAR et également sur les questions relatives à la forêt de Bellicence. Donc, je vous propose que les personnes dans la salle ou en vidéo se présentent brièvement juste avant de poser les questions, parce qu'on voit pas trop à qui on s'adresse. Alors, je veux bien commencer. Du coup, je suis Raphaël Emmerich et qui travaille au Parc des Pyrénées ariégeoises. Et c'était simplement, mon envie, c'était de replacer un peu le contexte de cette étude, parce que vous avez beaucoup cité le parc, mais voilà, j'avais envie de rappeler que c'est un travail partenarial qui a été mené autour de la calibration LIDAR, avec notamment, enfin, avec l'ensemble des partenaires forestiers sans qui on n'aurait pas pu avoir cet observatoire, et saluer notamment le travail de terrain de l'ONF et de l'ANA, qui ont beaucoup participé, mais aussi la participation de la DDT, du CRPF, qui ont contribué à ce qu'on puisse faire ce travail de terrain. Et voilà. Donc voilà, c'était un peu resituer ce contexte-là déjà. Et aussi, du coup, je suis très contente d'avoir pu accueillir ce module AgroParisTech qui nous permet de faire une première analyse de ces données. Et je suis merci beaucoup pour votre travail. Et une autre chose que je voulais dire, c'est que du coup, on a accueilli ce module étudiant avec Livio Tilati de l'ONF. Et du coup, les étudiants sont venus une semaine dans les Pyrénées ariégeoises. Et sur cette semaine-là, il y a eu 2 journées qui ont été passées en forêt domaniale de Bellicens, dont l'agent est Livio, et où il y a eu des placettes supplémentaires qui ont été faites. Donc il y a bien 2 jeux de placettes qui ont été présentés là. Il y a d'une part la calibration LIDAR qui a été présentée dans un premier temps, et l'étude de cas sur Bellicens, c'est des placettes qui ont été faites par les étudiants en complément dans le cadre de leur semaine de terrain, et qui sont pas selon le même protocole. Donc là, il y a eu du protocole des péris qui a été fait, mais aussi un suivi des DMH, je crois, qui est différent de celui de la calibration LIDAR. Peut-être vous pouvez repréciser les différences de protocole pour que les gens qui n'ont pas suivi votre travail de terrain puissent bien distinguer les deux jeux de placettes qui sont différents. Normalement, il y a une diapositive qui explique tout ça bien. Ok, super. Un petit peu en retard par rapport à ce qui vient d'être présenté, mais ça va recontextualiser, normalement ça ira mieux. Ok, merci beaucoup. Et du coup, par rapport aux données qui ont été présentées, à un moment, vous avez parlé d'une différence significative entre public-privé sur le bois mort. Et peut-être qu'une des hypothèses que moi je peux avancer, c'est que justement, dans la calibration LIDAR, ça a globalement été des équipes distinctes qui ont fait le terrain entre la forêt publique et la forêt privée, et peut-être que sur le bois mort, on ne s'est pas forcément bien calibré au début. Du coup, il y a peut-être un biais observateur qui est possible. Voilà, je vais laisser la parole à d'autres gens. Merci. Bon, je vais y aller si ça vous va. Je vais mettre la caméra. Bonjour, donc Thomas Vidier, moi je suis responsable changement climatique, télédétection et également je travaille sur les projets transfrontaliers, donc pour les régions Occitanie et PACA, à l'ONF. Merci pour votre travail, c'est un gros travail qui a été réalisé. Moi j'avais des questions justement par rapport aux questions soulevées, pour apporter des compléments ou pour justement voir les perspectives. Parce que nous, on a bien sûr comme finalité d'avoir une pérennité de tout ce suivi. Et d'ailleurs, l'IGN s'est positionné, je dirais, récemment sur le fait qu'ils envisagent plutôt de faire des repassages LIDAR tous les 9 ans. Donc, ça nous donne déjà une première indication. Et également, on aurait la possibilité aussi, à voir, ça c'est à titre expérimental pour l'instant, mais de valoriser de façon intermédiaire, donc peut-être tous les 4-5 ans, des données par des données photogrammétriques, des modèles numériques de surface photogrammétriques qu'on pourrait valoriser. Pour l'instant, ça reste des hypothèses, puisque bien sûr, comme vous avez pu le voir, ça reste quand même un sacré investissement. Ce que je voulais dire, c'est qu'au niveau des propositions d'amélioration du protocole, bon, c'est pertinent globalement parce que c'est des questions qu'on s'est posées à l'époque, notamment sur le bois mort où, pour des raisons également de temps, hein, et de coût donc,
on a passé les diamètres fin bout, commencer plutôt à partir de 30 plutôt que 20. Et ça, c'est vrai que c'est des choses qu'on aurait bien aimé retenir, mais c'est pour des questions également de temps. Également, les rayons sur le bois mort, historiquement, le rayon est plutôt à 20 mètres pour les bois morts, et nous, on l'a fait sur 15 mètres. Voilà, pour des questions également de temps. Il y a également la question du dépérissement, où c'est vrai que le dépérissement, il y a deux choses. Pour la donnée observatoire, effectivement, c'est une donnée tendancielle qui peut être intéressante. Après, pour la modélisation, la difficulté, c'est que, enfin là, je parle surtout par rapport aux images satellites, c'est qu'il faut avoir un signal de dépérissement. Pour l'instant, qui n'est pas spécialement, je dirais, fort, heureusement, sur le territoire du PNR. Mais si je prends par exemple, et c'est plus facile pour la modélisation si on est sur un des dépérissements qui peut être important, mais qui également est lent, dans le sens la dynamique est lente. Je prends un exemple, les collègues de la région centre, en fait, ont fait un observatoire également sur la chaîne nigérienne, et ils ont fait des mesures de dépérissement qui a pris un certain temps de mesure, mais qui a permis derrière d'essayer de calibrer aussi par rapport aux données satellites. Voilà. Sachant que je pense que c'est compliqué quand même à avoir une mesure de dépérissement qui est bien concomitante et pertinente au moment où se fait le dépérissement. Voilà. Après, encore une fois, ce qui est intéressant dans un observatoire, c'est le tendanciel aussi. Voilà. Il y a la question également des rejets et des perches, où effectivement, ça clairement c'est pas modélisable, mais en termes de suivi, c'est une donnée qui est intéressante, mais qui prend également du temps. Et que dans un premier temps, en fait, parce que bien sûr, ce protocole-là, il peut tout à fait être amendé, hein, à partir du moment où on a le réseau de placettes, il peut tout à fait être modifié pour le futur. Mais dans un premier temps, en fait, on a vraiment ciblé le suivi des placettes sur les données qui pouvaient être modélisées. Alors, le cas des DMH est particulier parce que ça, c'est pas modélisable, et malgré tout, on a quand même rajouté les DMH. Voilà. Mais sinon, toutes les autres données, l'idée, c'était vraiment de pouvoir les valoriser au maximum avec une modélisation LIDAR. Voilà. Et le dernier point, c'était par rapport au couvert, à la notation du couvert. Alors, deux choses. Bon, d'une part, c'est un peu subjectif, la notation du couvert, mais malgré tout, ce qu'on peut envisager aussi, c'est de pas forcément le faire sur toutes les placettes. Pourquoi? Puisque il y a une étude là, expérimentale encore, mais sur la DFCI, pour avoir le volume de combustible sous couvert forestier, qui se rapproche un peu d'une notion de couvert, et on se rend compte qu'au final, on n'a pas forcément besoin de beaucoup de placettes pour pouvoir recalibrer et avoir une spatialisation des données de couvert grâce à une donnée de mesure directe du LIDAR. Voilà. Donc on pourra envisager éventuellement de faire des mesures de couvert sur, je dirais peut-être, je sais pas l'ordre de grandeur, mais ça serait style peut-être 50 à 100 placettes, pour pouvoir calibrer et spatialiser sur l'ensemble du territoire. Voilà. Ça, c'est des choses, je dirais, qui pourraient être pertinentes effectivement à la remesure, à voir également en fonction des avancées en termes de valorisation LIDAR, qui sont assez nombreuses et qui augmentent d'année en année. Voilà pour les points que je voulais dire. Très bien. Merci. Merci. Il y a une personne qui a levé la main. Oui, elle est en train d'écrire parce qu'elle a des problèmes avec son micro. Ah, elle dit que c'est une erreur. Ah d'accord, c'est une erreur. Ok, sinon il y a Livio a une question. Oui, donc Livio Tilati, donc technicien sur Bélicens. Oui, merci beaucoup pour toutes ces analyses et tout ce travail. Je voulais préciser que donc sur la forêt domaniale de Bélicens, donc les trois parcelles que vous avez inventoriées, il y en a une qui a été martelée. D'ailleurs, vous avez présenté des résultats sur les DMH, enfin l'impact du martelage sur le DMH, sur les arbres habitats. Et du coup, oui, en fait, votre analyse, je ne sais pas si plus tard vous présenterez des analyses plus détaillées sur le martelage et sur les résultats, en sachant que nous, une des grosses questions qui nous intéressait par rapport à votre analyse, c'est de savoir effectivement l'impact du martelage, comment on avait martelé par rapport à ces DMH. C'est vrai que c'est une question qui est assez importante
importante, puisque voilà, quand on martèle, on réserve des arbres. On avait des consignes un peu particulières sur cette parcelle, et on est vraiment en attente d'un retour sur l'analyse du martelage, de l'impact sur les habitats. Voilà ce que je voulais dire sur Bélissens. Eh ben, merci pour votre retour. Oui, en complément, il y aura aussi quels sont les DMH qui sont les plus martelés. Enfin, c'est voilà, une analyse qui est un peu plus détaillée que ce qu'on a présenté à l'oral aujourd'hui. Voilà, concernant les DMH. Oui, en complément, par rapport à ces martelages, une des questions importantes que l'on se pose, c'est quel DMH favoriser en fonction des types de peuplement, et donc d'arriver à avoir des consignes. Donc peut-être que les données sur l'ensemble du PNR peuvent apporter des réponses à cette question. Voilà. D'accord. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je crois qu'on a personne d'autre. Si, pardon, je reviens, c'est Thomas Villiers. J'ai oublié de vous dire, bon, d'une part, désolé, j'ai pas pu être là quand vous avez fait la partie terrain, hein. J'aurais bien aimé être là, mais ça tombait vraiment mal dans le calendrier. Et le deuxième point, c'était par rapport au suivi du dépérissement. J'ai vu que vous avez parlé d'archi. Alors, effectivement, nous, au niveau ONF, quand on est dans un suivi temporel, on utilise plus Dépéris, qui est un outil du DSF. Je dirais là, c'est purement par rapport à la quantification du phénomène et au suivi dans le temps du phénomène. Voilà. Mais bon, après, sauf si Archi a évolué par rapport à cette notion de suivi temporel. Mais pour moi, Archi, il n'est pas trop fait pour faire un suivi temporel, mais plus pour avoir un diagnostic de résilience dans le futur. Donc, c'est pas forcément voilà, pour un suivi temporel. Mais bon, à voir ça, hein, on peut encore en discuter. D'accord, merci. Juste par rapport à ça, l'idée aussi de parler des deux protocoles différents, c'est que on se demandait s'il n'y avait pas des personnes qui étaient expérimentées différemment suivant les deux protocoles, et c'était de faire le protocole sur lequel la personne était le plus expérimentée, pour choisir entre les deux aussi, parce que on trouvait ça important.